À 8 ans, mes parents biologiques m'ont laissé dans une gare routière glaciale avec rien d'autre qu'une barre granola. Ils sont partis en voiture et n'ont jamais regardé en arrière. Un parfait inconnu m'a trouvé, est resté à mes côtés et m'a finalement recueilli. Ce n'est qu'après son décès que j'ai appris qu'il m'avait discrètement laissé l'intégralité de son héritage de 3,8 millions de dollars. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les personnes qui m'avaient abandonné sont revenues de l'ombre pour me poursuivre en justice et me réclamer chaque centime. Assis au tribunal, ils m'ont souri de façon narquoise, pensant qu'ils avaient une victoire facile. Ils ne savaient pas que j'étais sur le point de me lever et de dire « Votre honneur, je me représenterai moi-même ». Avant de vous raconter comment j'ai effacé ce sourire narquois de leur visage pour toujours, veuillez commenter ci-dessous pourquoi afin que je sache que vous êtes prêts. Prenez un verre d'eau chaude et écoutez toute l'histoire. La salle d'audience était si silencieuse que j'entendais le grattement du stylo sur le carnet du greffier 3 rangées plus loin. L'air sentait la cire de citron, le vieux papier et cette odeur stérile distincte de la justice institutionnelle. J'ai ajusté la manche gauche de mon blazer bleu marine, pris une respiration lente et mesurée, et regardé droit devant, vers le public. Suzanne, la femme que je n'ai pas appelée mère depuis 22 ans, était assise au deuxième rang. Elle portait une robe sombre et conservatrice. Elle devait l'avoir achetée spécialement pour aujourd'hui. C'était quelque chose de respectable, quelque chose qui criait la famille en deuil. Elle était assise parfaitement immobile. Elle ne m'a pas regardé. Elle fixait simplement la table du plaignant comme elle fixait toujours les choses qu'elle voulait, sans ciller, sans la moindre once d'excuse. À côté d'elle se tenait Robert, mon père biologique, la mâchoire serrée, les mains posées sur ses genoux. Il ressemblait exactement au genre de personne qui méritait de la sympathie. Je n'ai pas ressenti une goutte de peur. Le petit garçon qui pleurait dans le noir, se demandant ce qu'il avait fait de mal, était parti. À sa place se tenait un avocat spécialisé en droit de la famille de 32 ans qui savait exactement comment le système fonctionnait. La lourde porte en bois derrière le banc s'est ouverte. La voix du huissier a résonné du haut plafond. Tout le monde se lève pour l'honorable juge Cameron. Je me suis levé avec tout le monde dans la pièce. J'ai lissé le devant de ma veste. Quand je me suis rassis, mes yeux se sont croisés avec ceux de Suzanne pour la première fois en plus de 2 décennies. Elle a offert un sourire tendu et condescendant, un sourire narquois destiné à me rappeler ma place. Elle pensait que j'étais toujours cet enfant impuissant. Elle pensait que c'était un jeu qu'elle pouvait gagner par pure intimidation. Je ne lui ai rien rendu. Pas de colère, pas de tristesse, juste un regard vide et analytique. Je n'étais pas intimidé. J'avais cessé d'avoir peur du noir il y a très longtemps. Pour comprendre comment une barre granola bon marché nous a conduit à un procès de plusieurs millions de dollars, nous devons revenir en arrière. Nous devons revenir à un jour d'hiver qui a divisé ma vie en 2 chronologies complètement différentes. Le vent de la rivière Ohio en février ne se contente pas de souffler. Il mord à travers vos vêtements. J'avais 8 ans. Robert a conduit notre Chevy Lumina rouillé à la gare Greyhound du côté de Dayton. Le ciel était de la couleur de l'eau de vaisselle usagée, lourd et sombre. J'étais assis sur la banquette arrière, mes jambes tapant nerveusement contre le tissu usé. Nous ne partions jamais en voyage. Nous avions à peine assez d'argent pour maintenir le chauffage. Robert s'est arrêté au bord du trottoir, laissant le moteur tourner. L'échappement s'est échappé dans l'air glacial. Suzanne s'est retournée depuis le siège passager. Elle n'a pas souri. Elle m'a juste tendu une barre granola au beurre de cacahuète emballée dans du papier d'aluminium brillant. Sors et assieds-toi sur le banc en bois près des casiers, a-t-elle ordonné. Sa voix était plate, dénuée de toute chaleur. Attends là, Matthew. J'ai serré la barre granola. Où allons-nous? Ton père a besoin d'acheter les billets, a-t-elle dit, sans me regarder dans les yeux. Tu sais, il se confond toujours au guichet. J'ai besoin d'entrer et de l'aider. Ça prendra 10 minutes, peut-être 15. Ne parle pas aux étrangers. J'ai détaché ma ceinture de sécurité et suis sorti dans le froid mordant. J'ai traversé les portes coulissantes en verre du terminal. Ça sentait le café rassis et la cire de sol. J'ai trouvé le banc en bois juste à côté des casiers métalliques, exactement où elle m'avait dit d'aller. Je me suis assis. J'ai regardé les portes vitrées. 15 minutes sont passées. J'ai mangé la barre granola parce que mon estomac se tordait et mâcher me donnait quelque chose à faire.
Le goût sucré du beurre de cacahuète a enduit ma bouche, mais cela n'a pas empêché mes mains de trembler. 1 heure s'est écoulée. Les gens passaient à toute vitesse, traînant de lourdes valises. Un homme portant un manteau en lambeaux et une housse de guitare s'est allongé sur 3 sièges en plastique en face de moi et s'est endormi. Les lumières fluorescentes au-dessus bourdonnaient d'un son constant et irritant. 2 heures. Une femme âgée tirant un chariot à roulettes s'est arrêtée devant moi. Elle a penché la tête, ses yeux pleins de pitié. « Où sont tes parents, mon chéri ?» a-t-elle demandé. « Ils achètent des billets », ai-je répondu automatiquement. Ma voix semblait petite même pour moi. 3 heures. Le soleil a commencé à se coucher dehors, par les grandes fenêtres, projetant de longues ombres sombres sur le sol du terminal. La panique a commencé à monter dans ma poitrine, chaude et suffocante. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à l'entrée, pressant mon visage contre le verre froid. La Chevy Lumina rouillée avait disparu. La place de parking était vide. À la 4e heure, le terminal s'était calmé. Le déni auquel je m'accrochais désespérément a commencé à se fissurer. Une femme portant un gilet bleu avec le nom Déborah épinglé est venue du bureau d'information. Elle avait des lunettes de lecture poussées sur son front et une tache de café frais sur son col. Elle s'est assise à côté de moi sur le banc en bois dur. « Comment t'appelles-tu, mon chou ?» a-t-elle demandé doucement. « Matthew » ai-je chuchoté. « Avec qui es-tu venu ici, Matthew ?»« Ma mère et mon père. Ils sont allés acheter des billets. » Déborah a hoché la tête lentement. C'était ce hochement de tête prudent et mesuré que les adultes utilisent lorsqu'ils essaient désespérément de ne pas vous effrayer, lorsqu'ils savent que quelque chose ne va pas terriblement. Elle a fouillé dans sa poche. « Je vais passer un rapide appel téléphonique, mon chéri. Voudrais-tu une autre barre granola pendant que nous attendons ?» J'ai juste hoché la tête, des larmes coulant enfin sur mes joues gelées. 15 minutes plus tard, une voiture de police s'est arrêtée au trottoir. 2 agents sont entrés. Suivant de près derrière eux se trouvait une femme portant un presse-papier. Elle venait des services de protection de l'enfance. Ils m'ont posé des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Ils ont écrit des choses sur leur carnet. Puis la femme avec le presse-papier m'a pris la main et m'a conduit à sa voiture. J'ai passé cette nuit dans une pièce stérile avec des lumières vives, assis sur une chaise en plastique devant une télévision montée trop haut sur le mur. Je n'arrêtais pas de regarder la porte. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était une énorme erreur. Robert s'est juste perdu. Suzanne a juste oublié le numéro de porte. J'avais 8 ans. C'était la seule histoire que mon cerveau pouvait inventer pour se protéger de la réalité écrasante. Je ne connaissais pas la vérité. 3 jours plus tard, j'étais toujours assis dans la même salle d'attente du bureau des services sociaux du comté. Je n'avais pas prononcé un mot depuis la première nuit. Je fixais le sol en linoléum éraflé, attendant qu'une assistante sociale trouve où me placer. C'était l'après-midi où Joseph Marsh a franchi la porte. Il avait 53 ans, portant une veste en velours côtelé délavé avec des patchs au coude. Il était là parce qu'il se portait volontaire tous les 2 jeudis pour conduire des personnes âgées à leurs rendez-vous médicaux. Il avait pris un mauvais virage en cherchant l'ascenseur et s'était retrouvé dans la zone d'attente de la protection de l'enfance à la place. Il est resté un long moment dans l'embrasure de la porte, regardant la pièce déprimante. Puis ses yeux se sont posés sur moi. Au lieu de faire demi-tour et de trouver l'ascenseur, il s'est dirigé droit vers moi et s'est assis sur la chaise en plastique à côté de la mienne. « Tu joues aux échecs ?» a-t-il demandé. Sa voix était grave, posée et complètement insensible à l'énergie chaotique du bâtiment. J'ai secoué la tête. « Non, c'est bien » a-t-il dit avec désinvolture. « Je vais t'apprendre. » Il a fouillé dans la grande poche de sa veste et en a sorti un petit jeu d'échecs de voyage magnétique pliable. Il l'a ouvert sur ses genoux. Il a passé les 40 minutes suivantes à m'expliquer les pièces. La tour se déplace en ligne droite. Le fou se déplace en diagonale. Le cavalier saute. Il n'a pas utilisé de langage bébé. Il m'a parlé comme si j'étais une personne digne de son temps. Quand j'ai oublié comment le cavalier se déplaçait, il l'a juste expliqué à nouveau. Son ton complètement plat, ne me faisant jamais me sentir stupide. Quand mon assistante sociale est finalement venue me chercher pour m'emmener dans un foyer de groupe temporaire, Joseph s'est levé. Il a tendu la main et m'a serré fermement la main. « Tu as de bons instincts pour le jeu, Matthew » a-t-il dit.
J'ai cru que c'était la fin. Un gentil étranger qui a tué 40 minutes avec un enfant triste. 6 jours plus tard, il s'est présenté à mon nouveau foyer de groupe. Il a apporté une demande de carte de bibliothèque qu'il avait déjà remplie avec mon nom et un livre de poche sur des enfants résolvant des mystères. Il s'était rendu à la réception, avait demandé mon assistante sociale et avait rempli l'énorme pile de documents de vérification des antécédents nécessaires pour devenir un visiteur agréé. Il est venu chaque semaine pendant les 8 mois suivants. J'ai navigué entre 2 placements temporaires différents. J'ai traversé les limites du comté. Il y a eu une période où j'ai cessé de parler tout à fait parce que rien au monde ne semblait sûr. Joseph ne m'a jamais poussé à parler. Il se présentait simplement, installait l'échiquier magnétique sur la table bancale disponible et attendait que je fasse mon mouvement. Une fois, il a apporté un petit sac en papier rempli de ses bonbons à la cannelle épicée enveloppés de cellophane transparente. Je les aimais. Je ne le lui ai jamais dit, mais il le savait d'une manière ou d'une autre. Il était attentif. Quand j'avais 9 ans et demi, nous étions assis sur le porche de ma 3e famille d'accueil. Il a déplacé son fou sur l'échiquier, capturant mon pion. Et puis il m'a regardé. « Matthew, a-t-il dit doucement, j'aimerais postuler pour être ton parent d'accueil permanent. Mais je veux que tu saches que tu as le choix. Peu importe ce que tu dis, c'est la bonne réponse. Je comprends tout à fait si tu ne veux pas ça. La confiance est quelque chose qui doit être gagné, et je sais que je n'en ai pas encore assez gagné. » Je ne l'ai même pas laissé finir sa phrase. Oui, ai-je laissé échapper. 2 mois plus tard, j'ai fait mes bagages et j'ai emménagé chez lui. Joseph vivait dans une modeste maison coloniale de couleur crème dans une rue calme et bordée d'arbres à Centerville. De l'extérieur, elle ressemblait à toutes les autres maisons du quartier. À l'intérieur, c'était un sanctuaire. Chaque surface plane était recouverte de quelque chose d'intéressant, un mot croisé à moitié fini, une pile de biographies historiques, une tasse de café avec une citation sur la patience imprimée sur le côté. La maison sentait constamment le bois de cèdre et tout ce qu'il cuisinait. Joseph cuisinait quand il était stressé, ce qui signifiait que nous avions toujours des biscuits aux pépites de chocolat frais ou du pain aux bananes sur le comptoir. Il m'a conduit à l'étage dans une pièce au bout du couloir. Il y avait une courte pointe bleue sur le lit et une lampe en forme de phare sur la table de chevet. « Tu peux changer tout ce que tu veux ici, Matthew, m'a-t-il dit, appuyé contre le cadre de la porte. C'est ta chambre. Cela signifie que ton opinion sur la couleur de la peinture et les meubles compte plus que la mienne. » Je n'ai rien changé. J'ai gardé la courte pointe bleue. J'ai gardé la lampe phare. La vie avec Joseph était une leçon magistrale de cohérence tranquille. Il conduisait une Subaru Break de 12 ans qu'il réparait lui-même dans l'allée. Il achetait ses vêtements dans les rayons de solde du grand magasin local. Lorsque le robinet de la cuisine fuyait, il n'appelait pas de plombier. Il regardait un tutoriel et passait 3 heures sous l'évier à le réparer avec une clé à molette. Je savais que nous n'étions pas pauvres, mais je croyais fermement qu'il était juste un homme de la classe moyenne, prudent, vivant strictement avec son modeste salaire. Il ne m'a jamais donné de raison de penser autrement. Une fois, quand j'avais 16 ans, je lui ai demandé pourquoi il n'achetait pas simplement une voiture plus neuve au lieu de réparer la Subaru à nouveau. Il a essuyé la graisse de ses mains avec un chiffon et a souri. Les choses n'ont pas besoin d'être neuves pour être bonnes, Matthew. C'est tout ce que nos discussions financières ont été. Quand j'ai été accepté à l'Université d'État de l'Ohio, il n'a pas mentionné de contracter des prêts. Il a simplement payé les frais de scolarité. J'ai supposé qu'il avait épuisé un petit fonds universitaire qu'il avait économisé pendant des décennies. Quand j'ai décidé d'aller à la faculté de droit, il a également couvert cela, repoussant mes inquiétudes. Je me suis promis de le rembourser chaque centime une fois que j'aurais commencé à travailler. J'ai choisi de devenir avocat en droit de la famille. Je n'ai pas eu à chercher au fond de mon âme pour comprendre pourquoi. Je voulais me tenir dans les tribunaux et me battre pour les enfants qui attendaient sur des bancs en bois des parents qui ne reviendraient jamais. Je voulais démanteler les arguments de garde des personnes qui traitaient les enfants comme des biens jetables. Joseph était assis au 3e rang lors de ma remise de diplôme en droit. Il a applaudi de sa manière contenue et sincèrement fière. Ensuite, il m'a emmené dans un bon restaurant de grillades, un rare plaisir, a commandé une bouteille de vin rouge et a levé son verre. « Je suis très fier de l'homme que tu es devenu, a-t-il dit. Juste ça, pas de discours dramatique.
Je devais regarder par la fenêtre du restaurant les réverbères pour qu'ils ne voient pas ma vision se brouiller de larmes. J'ai trouvé un emploi dans un cabinet à Columbus. Je travaillais 80 heures par semaine à mener des batailles brutales de divorce et de garde. J'ai gagné mon salaire. J'ai gagné mes promotions. J'ai construit ma vie. J'avais 31 ans lorsque mon téléphone a sonné tard un mardi soir. C'était Joseph. Sa voix semblait plus mince que d'habitude, un peu plus fatiguée. « Matthew, a-t-il dit, peux-tu venir ce week-end ? Il y a des choses dont nous devons discuter en personne. » Il avait 75 ans. Sa santé déclinait lentement, une valvule cardiaque défectueuse que le médecin jugeait trop risquée à opérer. Je savais que son temps était limité, mais j'ai agressivement repoussé cette pensée dans le coin le plus sombre de mon esprit. Ce samedi-là, nous étions assis à sa table de cuisine abîmée, des tasses de café noir fumant entre nous, exactement comme nous l'avions fait 1000 fois auparavant. Il a croisé les mains sur la table. Il n'a pas mâché ses mots. Il m'a parlé de l'argent, de tout cela, de la situation financière complète et non filtrée de Joseph Marsh. Il parlait avec le ton factuel qu'il utilisait pour enseigner les échecs. Pas de pause dramatique, pas de grandiloquence. Il expliqua que son père lui avait laissé un héritage substantiel dans les années 70. Au lieu de le dépenser, Joseph l'avait investi discrètement et sans pitié, fonds indiciels, immobilier commercial dans des quartiers en pleine croissance qu'il avait conservés pendant des décennies. Il possédait en coentreprise une petite entreprise manufacturière avec 2 amis de collège qui a été acquise par un énorme conglomérat quand j'étais au collège. J'ai mis à jour mon testament le mois dernier, dit-il, me regardant droit dans les yeux. Je veux que tu entendes les chiffres exacts de ma part ici même dans notre cuisine et non d'un étranger dans un bureau d'avocat après mon départ. Il a fait glisser une seule feuille de papier sur la table. Le chiffre final était de 3,8 millions de dollars. J'ai fixé l'encre sur la page. La pièce est devenue soudain très chaude. Je suis resté parfaitement immobile pendant longtemps, écoutant le tic-tac de l'horloge murale. Joseph, ai-je finalement étouffé, ma voix craquant. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Il prit une gorgée de son café. Je sais que c'est ton argent, insistai-je, repoussant le papier vers lui. C'est le travail de toute ta vie. Tout ce que tu as construit. Il me repoussa le papier. Je sais exactement ce que c'est, Matthew, et je sais exactement à qui je veux le donner. 14 mois plus tard, un mardi matin pluvieux de mars, le cœur de Joseph a finalement lâché. Il est décédé paisiblement dans son sommeil dans la maison qu'il aimait. C'était exactement comme il voulait partir. Nous en avions parlé une fois sur le porche, une conversation franche sur les directives de fin de vie parce que j'étais avocat et que les avocats forcent ces conversations douloureuses pour protéger les personnes qu'ils aiment. Il m'avait dit qu'il était prêt. Je lui ai tenu la main la nuit avant sa mort et je l'ai cru. Mais debout au cimetière, le regardant descendre son cercueil, j'ai réalisé que je n'étais pas du tout prêt à exister dans un monde sans lui. J'ai pris 2 semaines de congé du cabinet. Je suis retourné à la maison de Centerville et l'ai rangé lentement, honorant chaque objet. J'ai gardé le jeu d'échecs de voyage magnétique. J'ai gardé la lampe phare. J'ai fait don de ses vêtements à l'église locale qu'il avait fréquentée discrètement pendant 30 ans sans jamais demander de reconnaissance. J'ai pleuré dans la cuisine vide jusqu'à ce que mes côtes me fassent mal. Et puis, parce que Joseph m'a appris à continuer d'avancer, j'ai fermé la porte d'entrée à clé, suis retourné à Columbus et suis retourné au travail. 6 semaines après le dépôt et l'enregistrement des documents de succession au registre public, la sonnette de mon appartement a retenti. C'était un facteur tenant un scanner électronique et une épaisse enveloppe recommandée. J'ai signé mon nom sur l'écran, donné un pourboire au facteur et jeté l'enveloppe sur le comptoir de ma cuisine. L'adresse de l'expéditeur appartenait à un cabinet d'avocats de Beaver Creek, Ohio. Mon cœur a fait un étrange et inconfortable battement. Beaver Creek était une banlieue de Dayton. C'était à 20 minutes de la gare routière Greyhound. J'ai attrapé un couteau, fendu le haut de l'enveloppe et sorti le dossier juridique. J'ai lu la première page, puis je l'ai relu. Mon sang s'est glacé. Mes parents biologiques, Robert et Suzanne, me poursuivaient en justice. Ils demandaient au tribunal d'invalider le testament de Joseph et réclamaient l'intégralité de la succession de 3,8 millions de dollars. Les allégations légales imprimées sur l'épais papier étaient créatives, comme la pure désespoir engendre souvent la créativité. Ils soutenaient qu'en tant que mes plus proches parents biologiques,
ils avaient une prétention antérieure et supérieure à tout héritage que je recevais. Ils affirmaient que, puisqu'ils m'avaient mis au monde, la succession de Joseph devait logiquement leur revenir en tant que mes tuteurs originaux enregistrés. J'ai laissé tomber les papiers sur le comptoir. L'audace pure et stupéfiante de cela m'a frappé comme un coup de poing physique. Ils ont soutenu cela malgré le fait qu'un juge avait formellement et définitivement mis fin à leurs droits parentaux quand j'avais 10 ans en raison d'un abandon. Ils ont soutenu cela malgré le fait que Joseph m'avait légalement adopté quand j'avais 12 ans, rompant tout lien juridique restant avec ma famille biologique. J'ai regardé l'adresse indiquée pour les plaignants. C'était une maison à Beaver Creek. Ils avaient vécu à 20 minutes de moi toute mon enfance. Ils étaient là pendant que j'étais en famille d'accueil. Là pendant que j'attendais que quelqu'un me veuille. Je suis resté dans ma cuisine longtemps. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas pleuré. La colère brûlante dans ma poitrine s'est cristallisée en quelque chose de froid, aigu et intensément focalisé. Ce n'était plus une tragédie. C'était un problème juridique tactique. Et Joseph avait passé 22 ans à m'apprendre à voir le tableau complet. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Carter. Carter était un associé principal de mon cabinet. Il traitait des litiges successoraux à enjeux élevés et il était sans aucun doute l'un des esprits juridiques les plus impitoyables et brillants que j'ai jamais rencontrés. Il était aussi un ami loyal. J'ai besoin de ton avis sur quelque chose tout de suite, ai-je dit quand il a décroché. Il n'a pas posé de questions. Il était à mon appartement 40 minutes plus tard, portant une mallette et 2 tasses de café noir. Je lui ai tendu le dossier. Il s'est tenu près de mon îlot de cuisine et l'a lu en silence. Ses yeux ont rapidement balayé les pages. Il a tourné à la dernière page, a jeté le document sur le comptoir en granit et m'a regardé par-dessus ses lunettes à monture métallique. Matthew, a-t-il dit, sa voix empreinte de dégoût professionnel. Ils n'ont aucune affaire. Je sais, ai-je répondu, croisant les bras. Je veux dire, vraiment, structurellement, ils ont des choses absolument nulles ici, a poursuivi Carter, tapant sur le papier. Ton adoption a légalement mis fin à tous les droits parentaux biologiques et aux réclamations d'héritage réciproque. Ils te sont des étrangers légaux. Ils ne peuvent pas contester un testament où ils n'ont pas de légitimité à être même dans la salle d'audience. Celui qui a rédigé cette plainte a soit échoué au droit successoral de base en première année, soit il compte simplement sur toi pour avoir peur et offrir un règlement pour les faire partir. Ils ont compté sur mon impuissance toute ma vie, ai-je dit doucement. Carter a sorti un bloc-notes de sa mallette. Donne-moi l'autorisation. Je déposerai la réponse demain matin. Je les enterrerai sous des motions de procédure si profondes qu'ils ne verront pas la lumière du jour avant Noël. Non, ai-je dit. Carter s'est arrêté, son stylo en suspens au-dessus du bloc. Il leva un sourcil sceptique. Excuse-moi. Je veux m'en occuper moi-même. Je vais me présenter procès. Matthew, tu connais la règle. Un avocat qui se représente lui-même a un fou pour client. Tu es trop impliqué. C'est trop émotionnel. Ce n'est pas émotionnel du tout, Carter. C'est ça le problème. Je dois me tenir dans cette pièce. Je dois les regarder. Carter a étudié mon visage pendant un long moment. Il a vu la froide détermination dans mes yeux. Il a soupiré, refermant son stylo. D'accord, très bien. Tu mènes, mais je serai ton second à ta table pendant la préparation. Et je serai juste à côté de toi dans cette salle d'audience. Tu ne feras pas ça seul. Marché conclu, ai-je dit. Le lendemain matin, j'ai rédigé notre réponse. J'ai déchiqueté leurs arguments, citant des lois d'État spécifiques concernant l'adoption et l'héritage. J'ai déposé une demande reconventionnelle pour les frais de justice complets, le harcèlement et les litiges frivoles. Mais alors que j'étais assis à mon bureau, regardant le curseur clignotant sur mon écran, quelque chose continuait de me tracasser. C'était une démangeaison à l'arrière de mon cerveau. Pourquoi maintenant? Je n'avais pas vu ni entendu parler de Robert et Suzanne depuis 22 ans. Ils ne se souciaient pas que je sois mort ou vivant. Intenter un procès massif et sans fondement n'était pas seulement stupide. C'était coûteux. Ils devaient payer une avance à cet avocat local. Les personnes désespérées font des erreurs stupides, mais elles ont généralement un déclencheur. J'avais besoin de connaître le déclencheur. Si vous vous contentez de défendre un procès, vous laissez l'adversaire contrôler le rythme du jeu.
Je ne voulais pas simplement bloquer leurs pions. Je voulais prendre leurs rênes. Je devais savoir dans quel genre de désordre ils se trouvaient pour qu'une mission suicide contre un avocat spécialisé dans les successions leur semble une bonne idée. J'ai décroché le téléphone et passé un appel que je faisais rarement. J'ai appelé Gabriel. Gabriel était un détective privé qui travaillait auparavant sur des affaires de fraude pour l'État. C'était un fantôme. Donnez-lui un nom et un numéro de sécurité sociale et il pouvait vous dire ce que la personne avait mangé au petit déjeuner un mardi il y a 5 ans. Il était cher et il valait chaque centime. Je l'ai rencontré dans un restaurant en périphérie de la ville. Je lui ai tendu un bout de papier avec les noms de Robert et Suzanne et leur adresse de Beaver Creek. J'ai besoin de tout, lui ai-je dit. Finances, dettes, hypothèques, historique d'emploi. Mais plus important encore, j'ai besoin que vous remontiez dans le temps. Fouillez dans l'année 1994, l'année où ils m'ont laissé à la gare. Dites-moi ce qu'ils ont fait la semaine d'après. Gabriel a pris le papier, l'a plié soigneusement et l'a mis dans sa veste en cuir. Donnez-moi 10 jours. Il a fallu 11. Quand Gabriel est entré dans mon bureau et a déposé un épais dossier jaune sur mon bureau, il ne s'est même pas assis. Il a juste pointé le dossier. Tu vas vouloir te servir un bon verre avant de lire ça, Matthew, a-t-il dit sombrement. J'ai ouvert le dossier. Le premier document était une copie d'un rapport de police déposé auprès du bureau du shérif du comté de Montgomery. La date était le 14 février 1994, exactement le soir où ils m'ont laissé à la gare Greyhound. J'ai lu la section narrative. Robert et Suzanne s'étaient présentés au poste de police et avaient déposé une déclaration de personnes disparues. Ils ont dit à la police que j'avais fugué de la maison. Ils m'ont décrit comme un enfant troublé et violent avec une longue histoire de problèmes de comportement graves. Ils ont affirmé avoir cherché dans le quartier pendant des heures et n'avaient tout simplement pas pu me trouver. Un enfant troublé. J'étais en CE2. Mon plus gros problème disciplinaire était d'être mis au coin pour avoir parlé à mon ami pendant l'heure de lecture silencieuse. J'ai tourné la page suivante. C'était une police d'assurance vie souscrite par un grand assureur national. La partie assurée était moi, Matthew. Les bénéficiaires étaient Robert et Suzanne. La police avait été souscrite exactement 18 mois avant le jour à la gare routière. Ma poitrine s'est serrée. J'ai tourné à la 3e page. C'était l'autorisation de paiement. 2 ans après avoir déposé le rapport de personnes disparues, ils ont soumis une réclamation en vertu d'une clause de contingence spécifique concernant les disparitions prolongées de mineurs dans des circonstances suspectes. La compagnie d'assurance a approuvé la demande. Ils ont été payés $62 000. Les documents ont été signés par les deux. En bas se trouvait un timbre de notaire, et à côté, la signature d'un témoin confirmant mes prétendus problèmes de comportement. J'ai reconnu la signature instantanément. Elle appartenait à l'oncle John, le frère de Robert, le seul parent qui s'était donné la peine de m'envoyer une carte d'anniversaire générique quand j'avais 7 ans. Il était de la partie. Il n'avait pas paniqué. Il n'avait pas fait une terrible erreur sous une pression inimaginable. C'était prémédité. Ils ont abandonné leur enfant dans une gare routière en plein hiver pour commettre une fraude à l'assurance. Ils s'en sont sortis parce que personne n'a relié un rapport de fugue dans la banlieue à un enfant abandonné trouvé de l'autre côté de la ville. J'ai fermé le dossier. Le silence dans mon bureau était assourdissant. Tout le microscopique brin de pitié que j'aurais pu inconsciemment ressentir pour mes parents de sang s'est instantanément évaporé. J'ai fait des copies de l'intégralité du dossier. J'ai rédigé une lettre de motivation décrivant la chronologie des événements. Je l'ai scellée dans une enveloppe et j'ai fait livrer un coursier directement au chef de la division des fraudes du procureur du comté de Montgomery. Puis je suis retourné à la préparation de mon affaire civile. J'avais une date d'audience à respecter. Le matin de l'audience, le ciel de Columbus était clair et brutalement froid. Je suis arrivé au palais de justice 1 heure plus tôt. Je voulais contrôler l'environnement. Je me suis tenu près de la fenêtre du 2e étage donnant sur le parking principal, sirotant un café noir dans une tasse en styrofoam. À exactement 8h45, une élégante Porsche Cayenne noire de jet s'est engagée dans le parking visiteur. Elle s'est garée agressivement, occupant une ligne entre 2 places. La porte du conducteur s'est ouverte et Dylan en est sorti. Dylan était mon jeune frère. Il avait 4 ans quand j'ai été laissé à la gare. C'était l'enfant prodige, celui qu'ils ont gardé. Il avait 28 ans maintenant.
Il portait un costume gris net et sur mesure qui coûtait probablement $3000, et ses cheveux étaient impeccablement gominés. Il a fait le tour de la voiture pour ouvrir les portes passagers. Robert et Suzanne sont sortis. Suzanne portait la robe bleu marine. Robert portait un costume un peu trop serré au milieu. Ils ont flanqué Dylan alors qu'il marchait vers les marches du palais de justice. Ils avaient l'air incroyablement arrogants. Ils ressemblaient à une famille qui appartenait au country club, rayonnant une aura de richesse et de supériorité intouchable. J'ai vu Dylan verrouiller la Porsche d'un double bip de sa télécommande. Un sourire froid a touché le coin de ma bouche. Il jouait un rôle et il faisait un sacré spectacle. Mais grâce à la recherche approfondie que j'avais menée avec Carter et Gabriel sur leurs finances actuelles au cours des derniers jours, je savais exactement ce qui se cachait derrière les vitres teintées de cette Porsche. Cette voiture était un château de cartes, et aujourd'hui le vent allait souffler. Je me suis détourné de la fenêtre et suis entré dans la salle d'audience. Je me suis assis à la table de l'accusé sur le côté droit de l'allée. Carter s'est assis sur la chaise à côté de moi, glissant un épais classeur de jurisprudence sur le bois poli. Nous n'avons pas parlé. Nous n'en avions pas besoin. Chaque argument, chaque précédent, chaque contre-attaque avait été méticuleusement planifié et répété. 10 minutes plus tard, les lourdes portes en chaîne s'ouvrirent. Robert, Suzanne et Dylan entrèrent. Ils étaient accompagnés d'un homme tenant une mallette en cuir bon marché. C'était Nathan, leur avocat. J'avais consulté son dossier judiciaire. Il traitait principalement des infractions mineures au code de la route et des divorces non contestés dans un petit centre commercial de banlieue. Il regarda autour de la salle d'audience au plafond haut, tirant sur son col. Il était dépassé et il le savait. Nathan et mes parents biologiques prirent place à la table du plaignant. Dylan s'assit au premier rang de la galerie, juste derrière sa mère, penché en avant, les bras croisés sur la cloison en bois. J'entendis la porte s'ouvrir à nouveau. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. En marchant dans l'allée se trouvait l'oncle John. Il semblait plus vieux, plus grisonnant, portant un polo délavé. Il a croisé mon regard et m'a fait un lent et triste hochement de tête, comme pour dire, c'est dommage que ça en arrive là, Matthew. L'hypocrisie pure m'a retourné l'estomac. Il a pris place à côté de Dylan. Tous les joueurs étaient sur l'échiquier. Suzanne a finalement tourné la tête et m'a regardé à travers l'allée. Elle a offert ce petit sourire narquois. Elle s'est penchée et a chuchoté quelque chose à Nathan, qui a ri nerveusement. Carter s'est penché plus près de moi. « Regardez-les » a-t-il murmuré. « Il pense que c'est un coup de force. Il pense que vous allez craquer et leur offrir 1 million juste pour éviter l'embarras public d'un procès. Laissez-les penser ce qu'ils veulent pendant encore 5 minutes » ai-je chuchoté en retour, mes yeux fixés fermement sur le siège en cuir vide du juge. La porte latérale s'est ouverte. L'huissier est sorti. Tout le monde se lève, a hurlé l'huissier, sa voix résonnant sur les murs lambrissés. L'honorable juge Cameron préside. Le juge Cameron est entré dans la pièce, sa robe noire flottant légèrement. C'était une juriste pragmatique d'une 60aine d'années, connue pour son intellect aiguisé et sa tolérance absolument nulle pour les litiges frivoles. Elle a monté les marches jusqu'au banc, s'est assise et a ajusté ses lunettes de lecture. Elle a ouvert le dossier de l'affaire devant elle. Elle a regardé Nathan. Puis elle a regardé à travers la pièce, vers moi. « Réglons ça » dit-elle, sa voix coupant le silence comme un scalpel. J'ai lu la demande du plaignant. J'ai lu la réponse du défendeur. « Avocate » dit-elle, en lançant un regard noir à Nathan. Je vous suggère fortement de commencer par expliquer exactement pourquoi vous croyez que vos clients ont qualité pour comparaître devant mon tribunal aujourd'hui. Le jeu avait commencé. La tension dans la salle d'audience était assez épaisse pour être coupée au couteau. Nathan, l'avocat arabe que mes parents biologiques avaient embauché, s'est levé de sa chaise. Il a boutonné sa veste de costume bon marché, qui tirait visiblement autour de sa taille, et s'est éclairci la gorge. Cela ressemblait à du gravier broyé dans un mixeur. Il a ramassé une pile de papier désordonné et s'est dirigé vers le podium face à la juge Cameron. J'ai regardé ses mains. Il serrait si fort les bords de la table que ses phalanges devenaient d'un blanc translucide. Il transpirait, de petites perles se formant sur sa lèvre supérieure malgré la forte climatisation soufflant à travers les bouches d'aération du plafond. « Votre honneur » commença Nathan, sa voix dénuée de toute réelle conviction ou autorité.
Nous sommes ici aujourd'hui pour demander au tribunal d'invalider le dernier testament du défunt Joseph Marsh. Nous vous demandons de rétablir l'ordre naturel légitime de succession à mes clients, la famille biologique du défendeur. La juge Cameron l'a regardé par-dessus le bord de ses lunettes de lecture. Elle n'a pas dit un seul mot. Elle a simplement attendu, laissant le silence de l'immense salle d'audience au plafond élevé s'étirer jusqu'à devenir physiquement inconfortable. On pouvait entendre le léger tic-tac de l'horloge murale au-dessus des doubles portes. Nathan a avalé difficilement, sa pomme d'Adam montant et descendant nerveusement. Notre position est que le lien biologique entre un parent et un enfant est sacré. C'est un lien qui supplante toute construction juridique artificielle ou tout arrangement de tutelle temporaire. Mes clients, Robert et Suzanne, ont mis Matthew au monde. Ils ont subi une séparation tragique et prolongée de lui pendant sa jeunesse en raison de graves difficultés financières et d'une série de malentendus malheureux. Maintenant que l'homme qui est temporairement intervenu pour s'occuper de lui est décédé, il est juste et équitable que la succession revienne à la famille d'origine. Le sang est plus épais que l'eau, votre honneur. C'est le fondement du droit de la famille. La juge Cameron a laissé échapper un long soupir lent. C'était le genre de soupir qui précédait habituellement une exécution judiciaire dans sa salle d'audience. Avocat, dit-elle, sa voix dangereusement calme et parfaitement égale. Citez-vous une carte de vœux Hallmark dans mon tribunal, ou avez-vous une jurisprudence réelle et vérifiable pour étayer cette affirmation d'une absurdité à couper le souffle? Nathan a tressailli comme s'il avait été physiquement frappé. Eh bien, votre honneur, nous pensons que l'adoption initiale a été traitée dans des circonstances douteuses. Nous estimons que les droits parentaux de mon client ont été injustement révoqués sans procédure régulière dans les années 1990 et qu'ils conservent donc un intérêt juridique dans les avoirs financiers et l'héritage actuel du défendeur. Arrêtez-la, l'interrompit la juge Cameron, levant une seule main. Sa voix claqua dans la pièce comme un fouet. Avez-vous lu la note de réponse du défendeur avant d'entrer dans ce bâtiment aujourd'hui? L'avez-vous seulement jeté un coup d'œil? Parce que je l'ai fait. J'ai les transcriptions certifiées du tribunal de 1996 juste devant moi sur ce banc. Les droits parentaux de votre client n'ont pas été injustement révoqués. Ils ont été définitivement et irrévocablement annulés en raison d'un abandon grave et documenté, et l'adoption subséquente par M. Marsh a été finalisée par un juge de la famille de ce même comté. Vous êtes devant un tribunal de droit me demandant d'annuler des décennies de jurisprudence établie en matière de garde basée sur une métaphore du sang et de l'eau. Pendant les 17 minutes d'agonie suivantes, Nathan a essayé de pivoter. C'était comme regarder un homme se noyer dans une flaque d'eau qu'il avait lui-même créée. Il est revenu sur l'idée d'une réunion de famille. Il a tenté d'arguer que Joseph Marsh n'était qu'un bienfaiteur fortuné qui n'aurait pas voulu créer une division entre une famille nouvellement réunie. Il a complètement ignoré les lois concernant le droit des successions. Il a abandonné les arguments qu'il avait écrits dans sa propre demande initiale. À la table du plaignant, les sourires arrogants de Robert et Suzanne fondaient rapidement. Suzanne serrait son sac en cuir sur ses genoux, sa posture rigide, ses phalanges totalement blanches. Robert fixait intensément le dos de Nathan, réalisant clairement que l'avocat qu'il avait embauché à un prix avantageux était publiquement et complètement humilié. Derrière eux, dans le public, Dylan a décroisé les bras et s'est penché en avant, la confiance arrogante ayant complètement disparu de sa posture. Il regardait autour de la pièce comme un animal piégé, cherchant une sortie. Lorsque Nathan s'est finalement arrêté, complètement essoufflé et à court d'arguments, il est pratiquement retourné à sa chaise et s'est assis lourdement. Il a sorti un mouchoir froissé de sa poche et a essuyé la sueur de son front. La juge Cameron a tourné son regard aiguisé vers mon côté de la pièce. Monsieur Marsh, votre réponse. Je me suis levé. Je ne me suis pas précipité. J'ai boutonné mon blazer bleu marine, pris un simple dossier mince sur ma table et me suis dirigé calmement vers le podium. Je n'ai pas apporté une énorme pile de livres de droit. Je n'avais pas besoin de fiches ou de notes manuscrites. Je m'étais préparé pour ce moment exact pendant des semaines. Mais en vérité, Joseph m'y avait préparé toute ma vie. Il m'avait appris à contrôler mes émotions, à élaborer une stratégie infaillible et à attendre le moment parfait pour frapper. Votre honneur, ai-je commencé, ma voix stable, claire et résonnant parfaitement dans la pièce silencieuse. L'avocat de la partie adverse a passé les 17 dernières minutes à parler du lien sacré de la famille. Mais les tribunaux n'opèrent pas sur le sentiment. Ils n'opèrent pas sur une histoire révisionniste. Ils opèrent sur les faits, sur les documents vérifiés et sur la lettre de la loi.
J'ai ouvert le mince dossier sur le podium. La pièce a de notre réponse et l'arrêté définitif d'adoption daté du 12 août 1996. Il détaille explicitement et de manière permanente la rupture de tous les liens biologiques, de tous les devoirs légaux et de toutes les réclamations d'héritage réciproque entre moi-même et les plaignants. D'un point de vue strictement juridique, les deux personnes assises à cette table me sont de parfaits étrangers. Elles ont exactement autant de légitimité à contester le testament de mon père que le huissier debout près de la porte. J'ai marqué une pause, laissant le poids lourd de ce fait s'enfoncer dans la pièce. J'ai lentement tourné la tête et regardé directement Suzanne. Elle a refusé de croiser mon regard. Elle fixait obstinément le lambris sombre du banc du juge, la mâchoire serrée. Cependant, votre honneur, ai-je continué, ma voix baissant d'un octave, devenant plus nette et considérablement plus froide. Ce procès ne concerne pas une séparation tragique. Il ne s'agit pas d'un désir soudain de renouer avec un fils perdu. Les plaignants n'ont pas passé 22 ans à me chercher. Ils savaient exactement où j'étais tout le temps. Ils vivaient à 20 minutes de là à Beaver Creek. Non, ils ont intenté ce procès frivole et juridiquement nul parce qu'ils sont actuellement en proie à une catastrophe financière massive de leur propre fabrication et ils ont vu la nécrologie de mon père dans le journal local. Ils ont vu un héritage et ont pensé que c'était leur billet de loterie gagnant. Objection. A crié Nathan, sautant sur ses pieds si vite qu'il a renversé sa chaise. Pertinence. L'avocat de la partie adverse témoigne du caractère de mes clients et fait des suppositions sans fondement sur leur situation financière. Rejeté. La juge Cameron a immédiatement claqué, sans même le regarder. Asseyez-vous, avocat. Je veux entendre exactement où Monsieur Marsh veut en venir. Nathan a lentement ramassé sa chaise et s'est enfoncé dedans. L'air complètement vaincu, je me suis complètement détourné de la juge et j'ai fait face à la table du plaignant. J'ai regardé droit Dylan, l'enfant prodige, assis dans le public dans son costume à $3000. Puis j'ai regardé directement Robert dans les yeux. Mon père, Joseph Marsh, était un homme incroyablement calme et humble, ai-je dit, m'adressant à la salle, mais sans jamais rompre le contact visuel avec ma famille biologique. Il conduisait un break de 12 ans. Il faisait ses courses dans des quincailleries discount et réparait sa propre plomberie. Mais il était aussi un brillant investisseur et le seul propriétaire de Marsh Holdings, une société très prospère d'acquisition de dettes privées et de gestion d'actifs. En tant qu'unique dirigeant et principal bénéficiaire de sa succession, j'ai repris la gestion du portefeuille financier de cette entreprise. Il y a 3 mois, j'ai sorti un deuxième document de mon dossier. C'était un grand livre financier certifié. Un mois avant que les plaignants n'intendent ce procès absurde contre moi. Mon entreprise a acheté un ensemble de dettes commerciales et résidentielles en difficulté auprès d'une grande banque régionale. C'était une acquisition d'entreprise standard sur le marché secondaire. J'ai pris une lente respiration. Mon entreprise possède maintenant ces 2 dettes. La bouche de Robert est tombée, sa mâchoire s'est complètement relâchée. Suzanne a agrippé le bord de la lourde table en bois, son visage se vidant de toutes ses couleurs, prenant une teinte maladive et terrifiante de gris cendré. Dylan me fixait depuis la galerie, la bouche légèrement ouverte, les yeux écarquillés d'une horreur absolument sincère. La réalisation les frappa tous au même instant. Elle les frappa comme un train de marchandises fou. Ils ne perdaient pas seulement leur procès cupide. Ils regardaient directement l'homme qui détenait désormais le droit légal et financier absolu de leur prendre tout ce qu'il leur restait au monde. Je ne détiens pas seulement l'héritage que vous avez essayé de voler, ai-je dit doucement, les mots coupant la courte distance entre nous comme une lame de rasoir. Je détiens vos dettes. Je possède le papier sur le toit au-dessus de vos têtes. Je possède les voitures dans votre allée. Je me suis retourné vers la juge Cameron, fermant le dossier d'un claquement sec. Votre honneur, ce procès est une tentative de mauvaise foi d'extorsion financière par des débiteurs désespérés et endettés qui n'ont aucune légitimité. Je demande respectueusement que cette affaire soit rejetée avec préjudice immédiatement, et que les plaignants soient condamnés à payer tous les frais de justice et honoraires d'avocat associés à cet gaspillage flagrant du temps du tribunal. Je suis retourné à ma table et me suis assis à côté de Carter. La juge Cameron a examiné les documents devant elle. Elle a regardé Robert et Suzanne, qui chuchotaient frénétiquement à un Nathan complètement paniqué. L'expression de la juge était celle d'un dégoût absolu et non dissimulé. Elle avait l'air d'avoir raclé quelque chose de répugnant sous sa chaussure. Elle a pris son lourd marteau en bois. En 20 ans passés sur ce banc,
j'ai rarement vu une plainte aussi totalement dépourvue de fondement juridique, a-t-elle annoncé, sa voix résonnant avec une autorité absolue. Les arguments du plaignant ne sont pas seulement juridiquement infondés. Ils constituent une profonde insulte à l'intelligence de cette cour. Cette affaire est rejetée avec préjudice. Elle est complètement sans fondement. Je répète, pour que le sténographe judiciaire l'inscrive clairement au procès-verbal, sans fondement. Elle marqua une pause, fixant Nathan par-dessus ses lunettes. De plus, a-t-elle poursuivi, j'accorde la demande reconventionnelle du défendeur dans son intégralité. Les plaignants sont par la présente condamnés à payer tous les honoraires d'avocat de M. Marsh, les frais de justice et les frais administratifs liés à cette demande. Si vous ne payez pas ces coûts dans les 30 jours, je vous déclarerai personnellement en outrage au tribunal et délivrerai des mandats d'arrêt. Nous sommes ajournés. Elle a frappé le marteau contre le bloc sonore. Le claquement sec a résonné dans la pièce comme un coup de feu. Le jeu était terminé. C'était un échec et mat parfait. Je me suis levé et j'ai commencé à ranger méthodiquement mes dossiers juridiques dans ma mallette en cuir. Carter s'est levé à côté de moi et m'a tapé fort sur l'épaule. Brillant, a-t-il chuchoté. Un grand sourire sur son visage. Exécution absolument parfaite, Matthew. Ils ne l'ont jamais vu venir. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas souri. J'ai juste hoché la tête. J'ai fermé ma mallette, je suis sorti de derrière la table de l'accusé et j'ai descendu l'allée centrale vers les lourdes portes en bois au fond de la salle d'audience. Matthew, attends. S'il te plaît, attends. C'était Suzanne. Elle s'était précipitée derrière la table du plaignant et courait pratiquement dans l'allée centrale après moi. Je me suis arrêté et me suis retourné lentement. Robert se tenait à quelques pas derrière elle, regardant ses chaussures en cuir coûteuses, complètement incapable de me regarder dans les yeux. Dylan s'était déjà enfui par la porte arrière, incapable d'affronter l'humiliation publique de sa ruine financière. Suzanne tendit la main, ses mains visiblement tremblantes, et agrippa la manche de mon blazer bleu marine. « Matthew, s'il te plaît, dit-elle, sa voix se brisant parfaitement. Les larmes montaient rapidement dans ses yeux. C'était une leçon magistrale de manipulation. Elle jouait le rôle parfait d'une mère dévastée et au cœur brisé. Nous sommes une famille. Nous avons fait une terrible erreur il y a longtemps. Nous avions tellement de difficultés à l'époque. Nous ne savions pas quoi faire. Tu dois comprendre, nous étions désespérés. Tu as tellement maintenant. Tu as des millions. S'il te plaît, ne prends pas la maison. Nous n'avons nulle part où aller. J'ai regardé sa main, serrant ma veste. Puis j'ai levé les yeux vers son visage. Je n'ai pas vu de mère. Je n'ai pas vu de famille. J'ai juste vu une étrangère toxique qui avait finalement épuisé ses mensonges et ses victimes. Tu as fait un choix, Suzanne, ai-je dit. Ma voix n'était pas en colère. Elle n'était pas forte. Elle était juste complètement creuse, froide et absolue. Nous étions noyés sous les factures médicales et les dettes, a-t-elle plaidé, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues, gâchant son maquillage. Nous avons juste paniqué. Nous n'avions pas l'intention de te faire du mal. Vous avez paniqué? Ai-je demandé, me penchant légèrement, ma voix baissant jusqu'à un murmure rauque. Vous avez paniqué, conduit votre propre chair et votre sang à une gare routière par un froid glacial, m'avez donné une seule barre granola et m'avez laissé là pour geler? Vous appelez ça paniquer? Elle a sangloté, hochant la tête frénétiquement, essayant désespérément de jouer sur toute culpabilité enfantine résiduelle que je pouvais encore porter. Oui, Matthew. Oui, c'était une horrible erreur de panique. Je l'ai regardé droit dans les yeux, la dépouillant de toutes les défenses qui lui restaient. Non, ce n'était pas le cas. Paniquer, c'est manquer un paiement de voiture. Paniquer, c'est contracter un prêt sur salaire. Ce que vous avez fait, c'est entrer dans un poste de police et déposer un faux rapport de police affirmant que votre fils de 8 ans avait des antécédents de problèmes de comportement violent et avait fugué de la maison. Ce que vous avez fait, c'est rester chez vous pendant 2 ans en faisant semblant de faire votre deuil, puis déposer une réclamation sur une police d'assurance vie que vous aviez explicitement souscrite 18 mois avant de m'abandonner. Suzanne s'est complètement figée. Sa respiration s'est bloquée violemment dans sa gorge. Ses yeux se sont incroyablement écarquillés et les fausses larmes ont cessé instantanément. La couleur restante a complètement disparu de son visage. Elle semblait avoir vu un fantôme.
Tu as été payé 62 000 $ pour me jeter comme un déchet, ai-je chuchoté, m'assurant que seul elle et Robert pouvaient entendre les mots. Pensais-tu vraiment que je ne le découvrirais pas? Pensais-tu que j'étais encore ce petit gamin stupide assis sur le banc? Robert a reculé brusquement, ses jambes heurtant l'un des bancs en bois massif. Il avait l'air terrifié. Il savait que c'était fini. J'ai levé le bras et j'ai fermement dégagé mon bras de son emprise. Ne me contacte plus jamais. Je leur ai tourné le dos et j'ai franchi les lourdes portes, les laissant là, au milieu des ruines qu'ils avaient eux-mêmes créées. J'ai marché dans le long couloir de marbre, appuyé sur le bouton de l'ascenseur, suis descendu au rez-de-chaussée et ai poussé les portes tournantes en verre pour sortir dans l'air vif et mordant de l'après-midi. Carter est sorti du bâtiment un instant plus tard, tenant 2 tasses de café fumantes qu'il avait prises au chariot du hall. Il m'en a tendu une avec un hochement de tête. Nous avons marché ensemble en silence vers l'immense parking visiteur. Alors que nous approchions de ma voiture, j'ai entendu des cris forts et frénétiques. Je me suis arrêté et j'ai regardé à ma droite. L'élégante Porsche Cayenne noire de G que Dylan avait conduite au palais de justice pour étaler sa fausse richesse n'était plus garée agressivement sur 2 places. Elle était actuellement attelée à l'arrière d'une dépanneuse à plateau lourd. Un homme costaud portant un gilet jaune haute visibilité était en train de serrer les lourds câbles du treuil métallique sur l'essieu avant du SUV de luxe. Dylan se tenait sur l'asphalte et criait à plein poumon sur le chauffeur de la dépanneuse. Sa veste de costume coûteuse était déboutonnée. Sa cravate en soie était de travers et son visage était rouge vif de rage absolue. « Vous ne pouvez pas faire ça. Savez-vous qui je suis » a hurlé Dylan, agitant les bras sauvagement. « J'ai l'argent. Le virement bancaire est juste retardé. Posez la voiture tout de suite ou je vous poursuivrai en justice. » Le chauffeur de la dépanneuse n'a même pas pris la peine de le regarder. Il a juste continué à serrer les épaisses sangles en nylon sur les pneus. « Mon pote, a-t-il dit d'une voix ennuyée, vous avez 4 mois de retard sur les paiements et la banque a émis l'ordre de reprise il y a 1 semaine. Appelez le numéro sur l'autocollant jaune de votre fenêtre. Éloignez-vous immédiatement du véhicule ou j'appelle la police pour vous verbaliser pour entrave. » Dylan est resté là, complètement impuissant, sa bouche s'ouvrant et se fermant tandis que l'élévateur hydraulique gémissait bruyamment et soulevait le symbole ultime de sa fausse richesse arrogante sur le plateau. Il s'est retourné et m'a vu, debout à 50 pieds de là, tenant mon café, le regardant. Toute l'arrogance, toute la smug supériorité qu'il avait exhibée dans la salle d'audience 1 heure plus tôt avait complètement disparu. Il semblait incroyablement petit, pathétique. Il a immédiatement rompu le contact visuel, a enfoncé ses mains tremblantes profondément dans ses poches et est retourné rapidement vers les portes du palais de justice pour trouver les parents qui ne pouvaient plus le sortir de ses échecs. J'ai pris une lente gorgée de mon café. Il avait un goût fantastique. Le système judiciaire est notoirement une machine lente et grinçante. Il faut du temps pour traiter les lourds documents, pour interroger les témoins sous serment et pour bâtir des affaires pénales absolument solides. 2 semaines après la fin du procès civil, j'étais assis à mon bureau, rédigeant un accord de garde complexe pour un client pro bono. Mon téléphone portable a vibré bruyamment sur le bureau. C'était un message texte de Carter. Il disait simplement « C'est fait ». J'ai posé mon stylo. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Je savais exactement ce que signifiait ce court message. Gabriel, mon détective privé, m'avait dit que la division des fraudes du procureur de district allait enfin passer à l'action aujourd'hui. À ce moment précis, à 20 miles de là, à Beaver Creek, 2 voitures de police banalisées se sont engagées agressivement dans l'allée de la maison que mon cabinet était en train de saisir. Des détectives lourdement armés ont frappé bruyamment à la porte d'entrée. Quand Robert a ouvert, ils n'ont pas demandé poliment à entrer. Ils ont saisi ses bras, l'ont fait tourner et l'ont menotté, ainsi que Suzanne, juste là sur le porche. Ils leur ont lu leur droit Miranda à haute voix sur la pelouse, à la vue de tous leurs riches voisins. Les accusations criminelles étaient sévères et inéluctables. 2 chefs d'accusation de fraude à l'assurance, dépôt d'un faux rapport de police et fausses déclarations frauduleuses. Plus tard dans l'après-midi, un autre groupe de détectives d'État a rendu une visite surprise au lieu de travail de l'oncle John. Ils sont passés devant la réceptionniste et l'ont sorti d'une réunion du personnel supérieur pour l'interroger sur sa signature sous serment sur une demande d'assurance de 1994, corroborant une histoire complètement fausse d'un enfant fugueur violent. Le parjure a un délai de prescription, mais la participation active à une conspiration de fraude criminelle en cours ouvre un tout autre ensemble de conséquences juridiques catastrophiques.
Il pensait s'en être tiré avec le crime parfait pendant 22 ans. Il pensait que le temps avait réussi à enterrer leur terrible péché. Mais le temps n'enterre pas la vérité. Il attend juste patiemment que quelqu'un commence enfin à creuser. Au printemps, l'air en Ohio a finalement commencé à se réchauffer, faisant fondre les dernières plaques tenaces de neige grise et sale des trottoirs. J'avais passé tout l'hiver à gérer les retombées massives de mon passé. J'ai autorisé la saisie finale de la maison de Beaver Creek. J'ai liquidé la mauvaise dette de la société défaillante de Dylan, et j'ai observé avec une satisfaction tranquille les actes d'accusation criminelle contre mes parents biologiques se dérouler rapidement devant les tribunaux fédéraux. Mais je ne voulais pas que ma vie ou mon héritage soit défini en permanence par la vengeance. Joseph ne m'avait pas sauvé de cette gare routière glaciale juste pour que je devienne un homme amer et en colère détruisant des gens dans les tribunaux. Il m'avait sauvé pour me montrer à quoi ressemblait la véritable gentillesse inconditionnelle. Il était temps de construire quelque chose d'entièrement nouveau. J'ai utilisé une très grande partie de l'argent de l'héritage pour créer officiellement la Fondation Joseph Marsh. J'ai loué un grand espace de bureaux lumineux et accueillant en centre-ville. Je ne voulais pas explicitement qu'il ressemble à un cabinet d'avocats stérile et intimidant. J'ai peint les murs de couleurs chaudes et apaisantes. J'ai acheté des canapés doux et confortables, et j'ai rempli la salle d'attente de livres, de matériel artistique et de jouets. La mission principale de la Fondation était directe, spécifique et implacable. Nous avons fourni une représentation juridique agressive et de premier ordre, entièrement gratuite, aux enfants du système de placement familial qui sont pris au milieu de procédures féroces du tribunal de la famille ou de batailles de garde abusive. Les enfants piégés dans le système ont souvent des travailleurs sociaux massivement surchargés et des tuteurs ad litem nommés par le tribunal qui connaissent à peine leur prénom. Ces enfants sont assis dans des salles d'audience terrifiantes pendant que des adultes en colère se disputent à leur sujet comme s'il s'agissait de pièces de mobilier anciens à diviser. Je voulais changer cette réalité pour toujours. Je voulais m'assurer absolument que lorsqu'un enfant terrifié entrait dans une salle d'audience, il avait un avocat perspicace et dévoué à ses côtés dont le seul travail, dont la seule loyauté était entièrement envers lui. J'ai quitté un poste très lucratif dans mon cabinet d'entreprise, renonçant à un salaire énorme pour diriger la fondation à plein temps. Carter m'a traité de fou, mais il a tout de même offert ses week-ends pour nous aider à plaider les affaires de succession et de garde les plus complexes. Un après-midi de fin mai, j'étais assis dans mon nouveau bureau. La porte était ouverte et j'entendais les téléphones sonner régulièrement à la réception. Mon assistante a doucement frappé au chambranle de la porte et est entrée, tenant un petit garçon par la main. Il avait 8 ans. Il portait un t-shirt de super-héros délavé et un jean un peu trop court pour ses jambes. Il serrait un petit sac à dos bleu usé contre sa poitrine. Son assistante sociale l'avait amené parce que ses parents traversaient un divorce brutal et alimenté par la drogue, et que les deux parties essayaient malicieusement de l'utiliser comme levier pour obtenir plus de pension alimentaire. Il s'est lentement assis dans le grand fauteuil en cuir directement en face de mon bureau. Il a regardé le sol, les épaules rentrées jusqu'aux oreilles, essayant de se rendre aussi invisible que possible. Il vibrait de cette anxiété silencieuse et terrifiée que je me souvenais trop bien de ma propre enfance. Je n'ai pas commencé à parler de stratégie juridique. Je ne lui ai pas posé de questions difficiles et invasives sur ses parents. J'ai lentement tendu la main vers mon tiroir inférieur de bureau. J'ai sorti le petit jeu d'échecs de voyage magnétique de Joseph. Je l'ai ouvert avec précaution et l'ai posé sur le bord du bureau en acajou, juste entre nous. « Tu sais jouer ?» ai-je demandé, gardant ma voix incroyablement basse, chaleureuse et régulière. Il a lentement secoué la tête, les yeux rivés sur ses baskets usées. « Non, c'est parfaitement normal, ai-je dit avec désinvolture, avançant un pion blanc. Je peux t'apprendre. C'est en fait très amusant. La pièce qui ressemble à un château s'appelle une tour, et elle se déplace en ligne droite. Celle avec le chapeau pointu est le fou, et elle se déplace en diagonale. » Il a finalement levé les yeux, ses grands yeux se posant sur l'échiquier noir et blanc, puis prudemment sur mon visage. Je me suis penché légèrement en avant, posant mes avant-bras sur le bureau. « Écoute-moi très attentivement, lui ai-je dit, m'assurant qu'il entende chaque mot. Tu n'as pas à t'inquiéter de ce qui se passe là-bas dans le couloir. Tu n'as pas à t'inquiéter du juge, de tes parents ou des autres avocats qui se crient dessus. Je suis ton avocat. Cela signifie que je travaille pour toi et personne d'autre au monde. Je suis là pour toi. » J'ai vu un infime, presque imperceptible, relâchement de tension dans ses épaules étroites. Il a poussé un petit soupir.
C'était le tout début de la confiance. C'était exactement le même regard d'espoir fragile que j'avais dû donner à Joseph 24 ans plus tôt dans cette salle d'attente déprimante des services sociaux. Le cycle du traumatisme générationnel s'était enfin arrêté avec moi. Je m'en assurais chaque jour. Les affaires pénales contre Robert et Suzanne se sont rapidement conclues, face à une montagne écrasante de preuves documentaires issues de l'enquête de Gabriel et complètement réticents à risquer un procès public très médiatisé qui exposerait leur horrible abandon d'un enfant de 8 ans. Ils ont plaidé coupables. Ils ont été condamnés à une peine de prison fédérale pour fraude à l'assurance. La banque a finalisé la saisie de la maison de Beaver Creek, et ils ont perdu chaque centime qu'ils avaient jamais accumulé. Dylan, totalement dépouillé du filet de sécurité financière dont il avait profité toute sa vie, a été contraint de déclarer faillite au chapitre 7. La dernière nouvelle que j'ai entendue par la rumeur juridique, c'est que l'ancien enfant prodige travaillait à un emploi de vente au détail éreintant au salaire minimum, essayant désespérément de rembourser ses montagnes massives de dettes de consommation. L'oncle John a réussi à éviter la prison en devenant témoin à charge et en coopérant pleinement avec le procureur, mais il a été lourdement condamné à une amende et contraint à une retraite anticipée et appauvrie. Quelques jours avant sa condamnation officielle, il a envoyé une longue lettre manuscrite et décousue à mon bureau. Il implorait mon pardon. Il prétendait que Robert l'avait manipulé, qu'il ne connaissait pas l'étendue réelle du plan frauduleux, qu'il m'avait toujours aimé au fond de son cœur. J'ai lu la lettre une seule fois. Je n'ai pas ressenti la moindre colère. J'ai juste ressenti un profond et lourd sentiment de pitié pour un homme si incroyablement lâche. Il ne pouvait même pas reconnaître ses propres erreurs. J'ai marché jusqu'au coin de mon bureau, j'ai introduit la lettre directement dans le destructeur de papier et j'ai écouté les lames détruire ses excuses. Je n'ai jamais répondu. Le pardon est quelque chose que l'on fait pour soi-même afin de trouver la paix intérieure. Cela ne signifie absolument pas que vous devez laisser des personnes toxiques revenir dans votre vie. Et cela ne signifie certainement pas que vous intervenez pour les sauver des conséquences légitimes de leurs propres actions terribles. Je suis assis à mon bureau la plupart des matins avant que le bureau ne s'anime. Regardez le soleil se lever sur l'horizon de la ville. Le bureau est paisible et calme. Au centre de mon grand bureau en acajou se trouve le vieux jeu d'échecs de voyage magnétique de Joseph. Je ne le range jamais dans un tiroir. Il est toujours configuré au milieu d'une partie, un arrangement complexe de pièces éparpillées sur l'échiquier. Joseph le laissait toujours exactement comme ça chez lui. Il me disait qu'une partie à moitié terminée était un rappel essentiel que la vie est une série de problèmes complexes qui attendent d'être résolus. Elle exige une patience infinie, une attention aiguisée et la volonté de prendre du recul et de voir clairement l'ensemble de l'échiquier. Il m'a appris à prendre mon temps, à résister au mouvement émotionnel et réactif qui est profondément satisfaisant dans le feu de l'action, mais qui vous coûte la partie entière plus tard. Il m'a appris à anticiper de 3 coups sans jamais perdre de vue ma position actuelle. Je pense à lui tous les jours. Je pense à un homme tranquille qui a pris un mauvais tournant en cherchant un ascenseur, est entré dans une pièce pleine d'enfants brisés et abandonnés, et a décidé de s'asseoir à côté d'un petit garçon silencieux de 8 ans. Il a sorti un simple jeu d'échecs de sa poche de veste comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Et ce faisant, il a complètement réécrit l'intégralité de la trajectoire de mon existence. La vie est entièrement façonnée par les choix les plus petits, les plus insignifiants. Un mauvais virage dans un couloir, une barre granola au beurre de cacahuète, un banc en bois près d'un ensemble de casiers métalliques. Mes parents biologiques ont choisi la pure cupidité. Ils se sont choisis eux-mêmes plutôt que leur propre chair et sang. Ils ont regardé leur enfant et n'ont vu qu'une charge financière qu'ils pouvaient monnayer pour 62 000 $. Joseph a choisi la patience. Il a choisi une gentillesse radicale. Il a regardé un étranger terrifié et a vu un fils. La différence entre ces deux choix n'est pas seulement une victoire juridique au tribunal ou un héritage financier massif. La différence entre ces deux choix est la forme et le but même de ma vie. C'est la raison même pour laquelle je peux m'asseoir en face d'enfants effrayés aujourd'hui et leur promettre que l'obscurité ne durera pas éternellement. Survivre à la tempête n'est pas la fin de l'histoire. C'est juste le début de la découverte de qui vous étiez destiné à être. Merci d'être resté et d'avoir écouté mon histoire. Je sais que c'était long, mais c'est un voyage profondément personnel que j'avais besoin de partager. J'espère que cela a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. Peut-être vous rappelant que la famille que vous choisissez est souvent infiniment plus forte que la famille dans laquelle vous êtes né.
Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation similaire, devant couper des personnes toxiques de votre vie pour protéger votre propre paix et votre santé mentale? Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'en lis autant que je peux. Maintenant, si vous êtes toujours là à écouter ma voix à la toute fin de cette vidéo, vous faites partie d'un groupe exclusif. Je l'appelle le club des 1%. Cela signifie que vous avez la patience et la profonde empathie nécessaires pour suivre une histoire jusqu'au bout. Je veux vous reconnaître. Veuillez commenter la lettre G ci-dessous. G signifie gagnant. C'est notre code secret pour que je sache exactement qui sont les meilleurs membres de cette communauté. Si l'histoire vous a fait ressentir quelque chose, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et suivre la chaîne. Nous avons beaucoup d'autres histoires à partager et je serai honoré de vous avoir à bord pour l'aventure. Restez forts, protégez votre paix, et je vous verrai dans la prochaine.